Ce soir, E égale M6 vous propose un voyage dans le temps, direction le Moyen-Âge. Pour nous, Mac Lesguy va tester le confort et l'hygiène de nos ancêtres. Merci. Et d'abord, vous verrez comment nos villes sont devenues propres. Saviez-vous que sous Louis XIV, Paris était considérée comme la ville la plus sale d'Europe? Qui a inventé la poubelle? Mis en place les premiers éboueurs? Où vont nos déchets? Qui a inventé les toilettes modernes? Et à quoi ressemble l'incroyable labyrinthe qui abrite nos égouts? Vous saurez tout. Nous avons 2400 km d'égouts sous la capitale. Baignoires, douches, lavabos et une multitude de produits de beauté, aujourd'hui les salles de bain sont de véritables temples dédiés au bien-être. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Saviez-vous qu'entre le XVIe et le XVIIe siècle, prendre un bain était considéré comme dangereux? Pourquoi? Comment Louis Pasteur a-t-il révolutionné notre vision de l'hygiène? Enquête. Si de nos jours, la cuisine est dotée d'appareils électroménagers high-tech, comment nos ancêtres pouvaient-ils conserver leurs aliments avant l'invention du frigidaire? Qui a inventé la boîte de conserve et quel est son principe? Comment cuisinait-on avant l'arrivée du gaz et de l'électricité? Réponse avec des scientifiques. Bonsoir. Mais comment nos ancêtres pouvaient-ils vivre sans l'hygiène et le confort moderne? Comment se lavaient-ils? Comment se nourrissaient-ils? Comment conservaient-ils leurs aliments? Ou éliminaient-ils leurs détritus? Pour le comprendre, je vous propose ce soir une plongée étonnante dans la vie intime des hommes et des femmes du Moyen-Âge. Et bien sûr, nous allons vous raconter l'histoire des inventions, des découvertes qui petit à petit vont amener au confort et à l'hygiène d'aujourd'hui. Nous sommes dans le village médiéval d'Orbec, dans le Calvados. Si de nos jours, la propreté des villes est primordiale, vous allez voir que cela n'a pas toujours été le cas. On a souvent une vision un peu idyllique des villes et des villages du Moyen-Âge. Mais la réalité est bien différente. Évidemment, à l'époque, les rues ne sont pas goudronnées, elles sont pavées comme ici, mais la plupart sont en terre battue. Et surtout, ces rues servent d'égout à ciel ouvert. Les habitants des maisons y versent leurs déjections de la nuit qu'on a gardées dans des pots de chambre, les déchets de cuisine, et tout cela va s'entasser. Vous imaginez bien sûr les odeurs, les microbes. C'est pour ça que dans les villes, il y a souvent des épidémies, les gens sont malades. Ce sont des rues véritablement insalubres. Au Moyen-Âge, si les rues sont extrêmement sales, à l'intérieur des maisons, la propreté est de mise. Pour limiter la propagation des maladies, on fait le ménage. Et pour faire ses besoins naturels, il existe des latrines, ancêtres de nos toilettes publiques ou privées. On les trouve surtout dans les riches demeures. Mais le système est loin de respecter les règles modernes d'hygiène. Michel, vous qui êtes un spécialiste de l'hygiène au Moyen-Âge, est-ce que ces toilettes de l'époque, ces latrines, sont fréquentes? Oui, tout à fait. Ici, on est dans un logis seigneurial, donc on a des retraits privés. C'est des latrines avec ici l'écoulement. D'accord, on se soulage là-haut, ça descend par ici et ça finit directement dans la douve. Et ça part dans la rivière. La grande victime, ce sont quand même les cours d'eau, ils sont pollués. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Allons-y. Oula. Regardez, Mac, vous voyez l'état d'un cours d'eau tel qu'il pouvait être au Moyen-Âge. Et imaginez que là-dedans, il peut y avoir des déjections humaines, il peut y avoir du sang des animaux qu'on a égorgés, il peut y avoir plein de choses en fait. Du coup, l'eau n'est pas propre à la consommation et on est obligé d'aller la chercher par exemple dans les sous-sols en creusant des puits ou aussi en captant des sources. Et cette situation va durer très longtemps, avec une pollution donc massive des cours d'eau, jusqu'au 19e siècle où les égouts vont enfin se généraliser et qu'on va inventer l'assainissement. Regardez. Jeter les détritus à la poubelle ou tirer la chasse d'eau, deux gestes d'hygiène qui nous paraissent naturels aujourd'hui. Mais nous revenons de loin. Les réseaux de propreté des villes ne se sont développés qu'au 19e siècle. Comment les égouts ont-ils été inventés et où vont nos déchets aujourd'hui? E égale M6 vous raconte comment nos villes sont devenues propres. Sous Louis XIV, au XVIIe siècle, Paris est considérée comme la ville la plus sale d'Europe. Les rues sont boueuses et pleines d'ordures. Ce sont les habitants eux-mêmes qui doivent nettoyer. Les habitants déposaient les ordures dans la rue et ils avaient une obligation de balayage devant leur porte, d'où l'expression balayer devant sa porte, et constituaient un tas qui était composé à la fois de leurs ordures et puis des boues produites par la rue. Pour supprimer ces tas de boue, on invente un nouveau métier, éboueur. Ils passent avec des charrettes tirées par des chevaux et emportent les déchets jusqu'aux portes de la ville.
Mais au 19e siècle, la population de Paris passe de 500 000 à 1 million d'habitants. La quantité d'ordures augmente en conséquence, la saleté et les odeurs deviennent insupportables. Au début des années 1880, Paris connaît des étés très chauds et Paris se met à puer d'une façon absolument abominable. Un homme va révolutionner la propreté des rues et vous connaissez tous son nom. Eugène Poubelle, préfet de la Seine. En 1883, il oblige les Parisiens à placer leurs ordures dans des récipients fermés à qui on donnera son nom, les fameuses poubelles. Une fois collectés, les déchets étaient récupérés par des agriculteurs pour en faire de l'engrais. Mais face à l'augmentation du volume d'ordures, des décharges à ciel ouvert voient le jour. Pour régler le problème, des centres de broyage et d'incinération sont construits dès 1896 en région parisienne. À quoi ressemble-t-il aujourd'hui ? Direction la déchetterie. Les déchets de la poubelle classique, la poubelle historique, ils sont envoyés pour la plupart vers l'incinération. Et l'incinération va permettre de réduire les déchets en volume, donc de les réduire, de les transformer en cendres. Et donc on va récupérer l'énergie générée par la combustion en chauffage urbain ou en électricité. Lorsqu'on jette par exemple un pot de yaourt à la poubelle, il est donc brûlé et transformé en chauffage. Et aujourd'hui, une part de plus en plus grande de nos déchets, comme les bouteilles, le verre et les papiers, sont triés et recyclés. Autre grande révolution de la propreté, les toilettes. Pendant très longtemps, lorsqu'on avait un besoin pressant, on utilisait un pot de chambre ou une chaise percée. On jetait tout dehors et ça sentait très mauvais. C'est un Anglais, Sir John Harrington, qui invente dès 1596 la première chasse d'eau pour évacuer plus facilement les déjections, mais surtout pour éviter les odeurs. Cette invention géniale ne se popularisera en France qu'au 19e siècle. Mais comment fonctionne une chasse d'eau ? Lorsqu'on tire la chasse, les saletés sont poussées par l'eau propre et ne peuvent pas remonter grâce au siphon qui a une forme de S. L'eau propre reste donc au fond de la cuvette et bloque les mauvaises odeurs. 400 ans après son invention, nos toilettes fonctionnent toujours sur ce même principe, mais aujourd'hui, elles sont de plus en plus technologiques. On a une télécommande, une douchette va sortir et va commencer à venir nettoyer la personne. Et il y a une touche séchage. Grâce à ce procédé, on n'a quasiment plus besoin de papier toilette et on sort des toilettes comme si on avait pris une douche. Quand on tire à chasse? Bonne question. Eh bien, les eaux usées vont tout droit aux égouts. Un incroyable labyrinthe. Avant ce système, seules certaines rues possédaient un caniveau qui se bouchait souvent. Et Paris n'était que boue et mauvaises odeurs. Le créateur génial de ce réseau immense que nous utilisons encore aujourd'hui, c'est l'ingénieur Eugène Belgrand. En 1860, Napoléon III lui demande de trouver un moyen pour nettoyer les rues et donner à Paris la propreté qu'elle mérite. Sa solution, les égouts. Les égouts, c'est un gigantesque réseau souterrain qui commence sous les maisons et les immeubles et aboutit à de grands tunnels où coulent les eaux usées et que l'on appelle des collecteurs. C'est une véritable ville sous la ville et il y a plus d'égouts que de rues en fait. Il y a environ 1400 km de rues à Paris et nous avons, nous, 2400 km d'égouts sous la capitale. Une fois qu'on a tiré la chasse, où se retrouve l'eau? Derrière ce mur, vous avez une galerie qui vous emmène dans les caves de l'immeuble. Et ici, à nos pieds, nous avons le rejet. Alors, par ici, tout arrive, les eaux de toilette, de la douche, des gouttières de l'immeuble. Mais jusqu'en 1940, les eaux usées recueillies dans les collecteurs sont rejetées directement dans la Seine. La Seine est aventureuse. C'est à cette époque qu'entre en service la première station d'épuration de la région parisienne, à Achères. C'est là que l'eau sale est acheminée encore aujourd'hui. Son rôle, filtrer et purifier l'eau. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ce sont les bactéries issues de nos propres déjections qui vont la nettoyer. Ces bactéries digèrent les impuretés et tombent au fond du bassin où elles vont former des boues qui seront récupérées et serviront d'engrais. Résultat, c'est une eau nettoyée et propre qui est rejetée dans la Seine en aval de Paris. Et oui les enfants, grâce à tous ces progrès, fini les mauvaises odeurs, nos villes sont enfin devenues propres. Comment se lavait-on? Et d'abord, est-ce qu'on se lavait au Moyen-Âge? Jocelyne. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une spécialiste de l'hygiène au Moyen-Âge. Tout d'abord, il n'y a pas de salle de bain. Ah non, pas véritablement. Mais nous avons des cuveaux. Un cuveau, c'est l'ancêtre de la baignoire? Ah oui, en quelque sorte. Et là-dedans, on se baigne? Absolument, on va pouvoir tester. Entendu, j'y vais. À tout de suite. À tout de suite.
Au Moyen-Âge, il n'y a pas d'eau courante. Pour prendre un bain confortable, il faut donc commencer par chauffer des chaudrons d'eau, puis remplir le cuveau à la main. Et c'est parti pour une séance de bain à la mode médiévale pour Mac. Donc, à l'époque, on garde un bonnet sur la tête pour se baigner. Absolument. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, la nudité est tout à fait admise, mais pas la tête. Il faut dormir avec un bonnet, et on se lave avec un bonnet, voilà, tout simplement. On se lave, mais on se lave avec quoi? Parce qu'il n'y a pas de savon. Ah, c'est là que vous faites une erreur. Je peux même vous en proposer deux. Ah oui? Savon au suif, quel savon plutôt pour les personnes un peu moins argentées, va-t-on dire? Pour les gens du peuple, le savon de suie à base de cendre et de graisse de mouton ou de bœuf. Et pour les plus fortunés, le savon sarrasin à base d'huile d'olive, connu encore aujourd'hui sous le nom de savon d'Alep. À l'époque, il y a un commerce de savon d'Alep à l'huile d'olive qui arrive jusqu'en France, dans la France du Moyen-Âge. Tout à fait, par caravane. Ça coûte très cher, bien évidemment. Mais avant le savon, le premier ingrédient, le gros sel. Basique, mais idéal pour un gommage en profondeur de la peau. Oh, mais c'est formidable, là. Je devrais faire des émissions historiques plus souvent. Puis vient la friction au savon, 100% naturel bien sûr, mais avec les mêmes propriétés nettoyantes qu'aujourd'hui. Et pour le rinçage, nos ancêtres faisaient aussi preuve d'ingéniosité. Regardez, lâchez. Oh, mais c'est une douche. Oui, oui. C'est l'ancêtre de la douche. Oh, mais c'est formidable, une douche portative. Tout à fait. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que c'est une invention moderne. On se dit, mais génial, quelqu'un vient d'avoir un designer a inventé ça pour que les enfants jouent dans le bain. Mais c'est un objet qui existe au Moyen-Âge. Tout à fait. Car déjà à l'époque, on dispose d'ustensiles et de produits cosmétiques très élaborés. Parfums, peignes, outils pour la manucure, mais aussi dentifrice à base d'os de sèche. Au Moyen-Âge, on fait très attention à son hygiène corporelle. Mais Jocelyne, dites-moi quand même, Oui. C'est compliqué de prendre un bain. Il faut faire chauffer l'eau dans une marmite sur le feu, il faut remplir, il faut amener la baignoire. On se baigne pas tous les jours. Non, on ne se baigne pas tous les jours. C'est compliqué de tirer les bains, effectivement. Il y a les étuves en ville. Milieu urbain, il n'y a pas de problème. Enfin, pas de problème, il faut y aller. Ça coûte quand même un petit peu d'argent. Mais à la campagne, on a toujours la rivière. Ah, à l'époque, on se baigne aussi dans les rivières. Bien sûr. Merci Jocelyne. Donc, contrairement à une idée reçue, au Moyen-Âge, l'hygiène est assez proche de la nôtre. Qu'est-ce qui a changé entre les bains de l'époque et aujourd'hui? Regardez. Baignoire, douche, lavabo et une multitude de produits de beauté, aujourd'hui, les salles de bain sont devenues de véritables temples dédiés au bien-être. Mais cela n'a pas toujours été le cas. E égale M6 vous explique l'histoire de cette pièce dédiée à l'hygiène de notre corps. Les bains, pratiqués couramment au Moyen-Âge, vont totalement disparaître à la Renaissance et jusqu'à la Révolution. L'eau s'est mise à faire peur. Responsable de cette méfiance, l'arrivée en Europe d'une maladie meurtrière, la peste. La peste, qui est un phénomène épidémique terrible, joue un rôle fondamental. Ils pensent que si leurs pores sont ouverts, par exemple s'ils se baignent, ils ont aussi le sentiment que le venin peut pénétrer l'eau et finalement les toucher. En effet, à cette époque, on est persuadé que les maladies s'infiltrent par les pores de la peau. La solution pour se laver quand même, se tamponner avec de l'eau et du vin. En effet, certains vins contiennent des tanins qui, au contact de la peau, provoquent un rétrécissement des pores. Et on utilise de plus en plus de cosmétiques, poudres, crèmes et des parfums pour camoufler les odeurs, mais pas seulement. L'odeur joue un rôle spécifique. C'est pas seulement une odeur qui est faite pour rendre agréable votre présence. C'est une odeur qui est faite pour purifier l'air qui vous entoure. On a le sentiment, par exemple, qu'on peut se défendre contre la peste en se parfumant. C'est un rôle véritablement médical pour améliorer l'air qui vous entoure. Au XVIIIe siècle, le bain revient petit à petit dans les habitudes pour se détendre et se reposer. Les premiers appartements de bain font alors leur apparition dans les grandes maisons, comme c'est le cas au château de Vaux-le-Vicomte où nous nous sommes rendus. L'appartement de bain est la plus petite pièce du château, près de la chambre, et elle n'a pas grand-chose à voir avec nos salles de bain d'aujourd'hui. Pour la toilette, on y trouve seulement un bidet et une baignoire en bois et en zinc. Mais comment faisait-on pour chauffer l'eau? Explication avec Patrice de Vaugué, propriétaire du château. On avait un chauffe-bain, comme celui-ci, qui était un récipient, pas pour y mettre de l'eau, pour y mettre du charbon de bois. Ce réceptacle brûlant par le feu intérieur était posé dans la baignoire et c'est en circulant que l'eau se réchauffait.
La révolution dans l'histoire de l'hygiène, c'est l'eau courante. En même temps que le réseau d'égouts, Napoléon III fait installer l'eau dans les appartements à Paris à partir de 1860. À la même période, le biologiste Louis Pasteur fait une découverte qui va changer notre vision du monde, les microbes. Cela déplace les critères de propreté, parce que vous commencez à voir exister des saletés qui ne se voient pas et que vous devez enlever alors que vous-même, vous ne les voyez pas. Seule solution pour les éliminer, une toilette régulière à l'eau et au savon. Les salles de bain avec lavabo et baignoire deviennent donc de plus en plus courantes et avec elles, les produits pour se laver. Au cours du XXe siècle, sont entrés dans nos salles de bain le dentifrice, le shampoing, le déodorant et toutes sortes de crèmes destinées à nous rendre plus propres, mais aussi plus beaux. E égale M6, mais comment vivaient nos ancêtres avant l'invention de l'hygiène moderne? Pas trop mal, apparemment. D'autres détails dans quelques instants, à tout de suite. Si de nos jours, la cuisine est dotée d'appareils électroménagers high-tech, comment nos ancêtres pouvaient-ils conserver leurs aliments avant l'invention du frigidaire? Qui a inventé la boîte de conserve et quel est son principe? Comment cuisinait-on avant l'arrivée du gaz et de l'électricité? Réponse dans la suite de égale M6. Faut voir des nanas sauter sur la plante des pieds. Tu vois, c'est une matière qui va t'apporter une grande liberté de mouvement. Avec ça, tu vas en épater plus d'un. À la rentrée, découvrez la danse avec le Juste Corps Junior de Domius. Bonjour. Ça sent le progrès. Depuis trop longtemps, nous acceptons les seuls contrats d'assurance auto qui nous sont proposés. Je suis Hervé et voici lesfurets.com, le site de comparaison indépendant qui cherche pour vous les meilleurs tarifs parmi de grandes compagnies d'assurance. Ici, vous pouvez économiser jusqu'à 40% en moins de 5 minutes. Ouais, ça sent pas que le progrès, ça sent aussi le Fennec. Pour des contrats d'assurance auto moins chers, faites confiance à notre flair, lesfurets.com, comparé futé. Combien vous coûte votre voiture chaque mois, avec le financement, l'entretien, l'assistance, la garantie? Si on ajoute le prix des implants, c'est le moment de comparer avec Toyota. Avec le pack Relax Toyota, tout est compris. 4 ans d'entretien, d'assistance et de garantie. Par exemple, la Toyota Yaris Tendance avec le pack Relax est à 159 € par mois seulement et sans apport. En septembre, profitez des moments plus Toyota. À l'heure du goûter, mes enfants adorent boire un Capri-Sun. Mais quel l'étourdit. Heureusement, Oscar est là. Et il sait que les enfants raffolent de leur Capri-Sun. C'est le plein d'eau de source et de jus de fruits à emporter partout. C'est la boisson idéale pour le goûter. Capri-Sun à l'eau de source au jus de fruits, sans colorant ni conservateur. Joseph, Thomas et Mathilde, comme beaucoup d'autres, sont sereins. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. La Mutuelle Générale est à vos côtés tous les jours. Pas seulement quand vous êtes à l'hôpital. La Mutuelle Générale, ça va déjà mieux. C'est la fin des recharges prépayées à durée limitée. Aujourd'hui, B&You réinvente la carte prépayée, la seule carte sans durée de validité pour toutes vos communications à prix low cost. Tout est plus simple, vous êtes encore plus libre. B&You, opérateur mobile sans engagement avec la performance du réseau Bouygues Télécom, exclusivement sur bnu.fr. J'adore le basmati, mais pas facile à cuire. Pas facile, même Jumbo peut le faire. Bah vas-y. Énorme comme c'est facile. Basmati Lustucru en sachet cuisson. Énorme comme c'est bon. Basmati Lustucru, c'est facile de se faire plaisir. Et en plus, Lustucru écrase les prix. 1 € après remboursement. Énorme. Moins de sel dans notre jambon, bah ça n'aura pas de goût. Mais si, c'est le secret des cuisiniers Fleury Michon. Chez nous, on met moins de sel. Mais notre jambon est cuit lentement dans un bouillon fait maison avec des herbes aromatiques et des légumes. Tu gardes ça pour toi, ok? Fleury Michon, l'obsession du bon. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants petits et grands des 9,90 € par an. MAE, mon premier assureur. Je suis très exigeant. Pour donner envie d'apprendre à mes enfants, j'étais prêt à tout. 1914, la Marne. 1916, Verdun, puis la Somme. Et aujourd'hui, vous voudriez déserter? Et à nos familles, que leur dirons-nous, soldats? Pipi, moi aussi. Impossible de les intéresser plus de 5 minutes. Heureusement, CanalSat lance Campus.
Mes enfants sélectionnent leur niveau scolaire, la matière de leur choix et Campus leur recommande les programmes qui complètent leurs connaissances. 1914, la Marne. 1916, CanalSat, regardons mieux. Ah, votre sœur a le virus Zalando. Elle a dû l'attraper sur zalando.fr. Le virus Zalando est très contagieux. Zalando, livraison et retour gratuit. Toi aussi, joue et gagne sur Facebook avec Fanta. L'Opel Meriva. Le nouveau système d'ouverture FlexDoor. Une version légèrement différente. Non mais c'est qui là? Mais c'est la qualité allemande qui vous suit partout. Tu vois, tu voulais pas me croire. L'Opel Meriva à partir de 10 990 €. La qualité allemande n'a pas fini de vous étonner. Opel, wir leben Autos. Venez aux portes ouvertes ce week-end. Des cernes apparaissent sous vos yeux? Ils peuvent être dus à la fatigue, au stress, à l'âge. Innovation clinique, Even Better Eyes. Les tests le prouvent. Les cernes sont visiblement réduits de 30%. Nouveau, Even Better Eyes. Clinique, soumis à des tests d'allergie, 100% sans parfum. E égale M6, comment vivaient nos ancêtres avant l'invention de l'hygiène moderne? Deuxième partie. Au Moyen-Âge, comment se nourrissait-on? Comment cuisait-on les aliments? Comment les conservait-on? Alors qu'on ne connaissait pas le frigidaire, les surgelés, les conserves alimentaires, la cuisson au gaz ou bien sûr la cuisson électrique, c'est ce que nous allons découvrir avec un spécialiste. On pense tous qu'au Moyen-Âge, la nourriture est rare et peu variée, qu'on ne peut pas conserver longtemps les aliments et que les cuisines de nos ancêtres manquent cruellement d'hygiène. Et si l'on se trompait? Pour le vérifier, nous avons reconstitué une cuisine du XVe siècle. Toute la famille s'affaire à la préparation du repas concocté selon une recette traditionnelle de l'époque, des chaudins de porc. Fabien, bonjour. Mac, Brune, les enfants, bonjour. Alors, Fabien, vous êtes historien du goût, spécialiste de la cuisine médiévale. Ma première question, c'est aujourd'hui, on a tous des gazinières, des plaques électriques. Comment est-ce qu'on fait pour cuire les aliments? Est-ce qu'on fait tout dans la cheminée? Ah ben, la cheminée nous sert à tout. Mais alors, c'est pas pratique du tout. Ah, bien au contraire, ben, vous allez cuire vous-même les saucisses, je vous en prie. Attends, je sais pas comment faire, je n'ai jamais cuit dans la cheminée. Bon, alors déjà, comment on s'approche et on se baisse. Bon, alors je mets les saucisses, voilà. Voilà, très bien. Et avec une petite pique forgée, voilà, on vient remuer les saucisses tranquillement et on vient les faire saisir. Étonnamment, les ustensiles nécessaires à une cuisine élaborée sont déjà présents au XVe siècle. Les premières poêles, directement posées sur le feu, donnent un goût de fumée à tous les aliments. À l'époque, on trouve aussi l'équivalent de nos casseroles, avec ce chaudron suspendu par la crémaillère, un système très astucieux pour varier les cuissons. Et la crémaillère? La crémaillère est une pièce maîtresse de la maison, car c'est grâce à elle que l'on va pouvoir régler réellement nos températures. La crémaillère, c'est exactement comme le thermostat qu'il y a sur nos plaques ou sur la gazinière, c'est ça? Voilà, mais au lieu de tourner un bouton, eh ben, on remonte d'un étage ou on descend d'un étage. Moi, j'adore cette idée, parce que notre époque, on croit toujours qu'on a tout inventé. Mais quand on rentre dans le détail d'une technique ancienne, comme par exemple cette cuisine du Moyen-Âge, on se rend compte que finalement, sous d'autres formes, les cuisiniers avaient à peu près les mêmes moyens à leur disposition qu'aujourd'hui. Et la cuisine médiévale, contrairement à ce qu'on pense, est vraiment très subtile et très raffinée. Les cuisiniers de l'époque disposent d'un large éventail de matières premières, des céréales et des légumes cultivés. Mais ils récoltent aussi de nombreuses plantes sauvages comme les orties pour élaborer de délicieux potages. À cela s'ajoutent des épices qui viennent de loin et sont donc très chères. En utiliser est un signe de richesse. Sur les tables modestes, on les remplace par des plantes aromatiques. Mais contrairement aux idées reçues, ces aromates ne servent pas à masquer le goût d'une viande mal conservée. Au XVe siècle, nos ancêtres connaissent déjà un large éventail de méthodes de conservation encore utilisées aujourd'hui. Bon, Fabien, ça a l'air très bon, mais à l'époque, il n'y a pas de frigidaire, on ne connaît pas les conserves alimentaires. Comment est-ce qu'on fait pour garder les aliments? Qu'est-ce qu'on peut manger finalement? On mange de tout et on les conserve très simplement, Mac. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire, on a différents moyens de conservation. Fumer ou sécher. On sèche la viande
On la fume à la cheminée, des goudrons alimentaires se déposent autour des chairs, des aliments et les conserves. Et ça se conserve longtemps? Les salaisons actuelles, tout ce qui est jambon, saucisson, on peut le conserver pendant des mois, voire une année entière. Et on en a toute l'année. Voilà. Le fumage, technique toujours utilisée, permet de déshydrater les aliments et d'éviter le développement des bactéries. De plus, la fumée produite par la combustion du bois contient des substances qui empêchent la croissance des moisissures à la surface du produit. Alors, comment va-t-on conserver les laitages? On fait du fromage. On le transforme et on se fait du fromage. Il y a également le sel moyen évident de conservation. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont poissons? Ben oui, ce sont des harengs, des filets de harengs qui sont conservés dans le sel. En absorbant l'eau contenue dans les aliments, le sel déshydrate les bactéries. C'est pourquoi elles ne peuvent pas se développer. Ce mode de conservation permet donc d'importer des produits comme ces harengs, pêchés dans le nord de l'Europe. On peut conserver, je vois, à peu près tout? Quasiment. Alors, on va goûter la recette que l'on a fait tout à l'heure. Alors, on va goûter ces saucisses. Les chaudements de porc. À l'époque déjà, on se lave les mains avant de passer à table. Pour une raison simple, la fourchette n'arrivera sur nos tables qu'à la Renaissance. Bien placer tes mains au-dessus du pot, donc je te les lave. Parce que c'est une coutume indispensable de se laver les mains avant de passer à table. Oui. Qu'on oublie souvent aujourd'hui, elle est systématique au Moyen-Âge. Voilà. Et c'est parti pour une dégustation d'un autre âge. On mange avec les doigts à l'aide de pics. Et bon appétit tout le monde. Merci. Délicieux. On sent bien le gingembre. Et puis avec ce mélange de sucré, salé, de doux, d'acide, les épices, on se rapproche de la cuisine du Maghreb d'aujourd'hui encore. Écoutez, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Je crois que beaucoup d'idées reçues sur la cuisine du Moyen-Âge ont été balayées. On va continuer à déguster. Et nous, en attendant, on va regarder comment, en quelques siècles, à partir du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, les moyens modernes de conservation des aliments, de cuisson, de préparation, ont petit à petit transformé notre cuisine pour donner la cuisine que nous mangeons tous les jours. À table! Quittons le Moyen-Âge pour revenir au XXIe siècle. Aujourd'hui, notre cuisine ressemble plutôt à ça. Frigo, four, plaque. Nous pouvons conserver les plats plusieurs mois et les réchauffer en quelques secondes, choisir de faire mijoter ou griller les aliments en tournant simplement un bouton. Comment en est-on arrivé là? La première solution utilisée par nos ancêtres pour conserver les produits frais est de les garder au froid dans des garde-manger. Même si l'on ne sait pas encore que le froid ralentit l'activité des bactéries, on constate que les aliments se détériorent moins vite. Les cuisines étaient très souvent équipées de ce qu'on appelait un garde-manger, qui était en fait un meuble à claire-voie sur la façade, et en général sur la façade sur cour. C'est-à-dire qu'en fait, les aliments étaient protégés par le froid, si vous voulez, en hiver. Seconde invention qui révolutionne notre façon de nous nourrir, la conserve. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la conservation des légumes au moyen des techniques traditionnelles comme le sel ou l'huile reste difficile et chère. La solution, c'est Nicolas Appert qui la trouve en 1790. Son idée ? Enfermer des aliments dans un bocal hermétique et faire subir à celui-ci une cuisson à plus de 100 degrés. La boîte de conserve est née. Mais comment ce procédé fonctionne-t-il ? C'est un traitement de l'aliment par la chaleur, qui va donc détruire les micro-organismes et leurs toxines et les enzymes. Et tout cela dans un récipient étanche, un bocal, une boîte métallique. Et cet emballage étanche va éviter toute recontamination ultérieure. Avec la conserve, on peut garder des aliments très longtemps et leur goût est à peine modifié. À partir des années 1920, l'électricité fait son entrée dans nos cuisines. Et avec elle, une machine révolutionnaire, le réfrigérateur. Le premier appareil à fabriquer du froid a été créé aux États-Unis en 1913. Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'il va vraiment entrer dans les cuisines françaises. Mais au fait, comment fonctionne-t-il ? On va utiliser un gaz qu'on appelle le gaz frigorigène qui va permettre de faire du froid. On va commencer par le compresser en le faisant passer dans un tuyau d'un diamètre extrêmement fin. Ce tuyau se situe à l'arrière du réfrigérateur. Voilà pourquoi cette partie est toujours chaude. Puis, on décompresse ce gaz en le faisant passer dans des tuyaux plus grands à l'intérieur de l'appareil, ce qui le refroidit instantanément à moins 10 degrés. Grâce à ce système, les aliments frais sont gardés à une température moyenne de 5 degrés et peuvent donc être conservés plusieurs semaines.
Même principe avec le congélateur, inventé dans les années 60, qui peut créer une température de moins 20 degrés. Les aliments peuvent désormais être conservés plusieurs mois sans se dégrader. Et du côté de la cuisson, comment nos appareils ont-ils évolué? Jusqu'au début du XXe siècle, on utilise des cuisinières à bois ou à charbon, avec des plaques en fonte et un compartiment four. La cuisinière à bois ou à charbon, c'était d'abord très sale. Et ensuite, c'était une charge épouvantable. Il fallait aller chercher le charbon à la cave, monter le charbon, monter le bois. Cette insalubrité de la cuisine, elle va se terminer, certainement, en grande partie grâce à l'arrivée du gaz. Et oui, la grande avancée dans nos cuisines, c'est l'arrivée du gaz dans les appartements entre 1855 et 1945, qui modifie aussi le paysage des villes avec la construction de gazomètres pour le stocker. C'est à cette époque que naît la cuisinière à gaz. Fini les poussières de charbon et la surveillance constante du feu, désormais, il suffit de tourner un bouton pour faire cuire les aliments. Avec l'électricité, la gamme des équipements de cuisson s'élargit. Le micro-ondes est inventé en 1945, puis viennent les plaques vitrocéramiques, à induction, les fours à chaleur tournante ou à vapeur. Aujourd'hui, on a l'embarras du choix. Et maintenant que vous êtes devenus des experts du Moyen-Âge, voici une question de notre jeu E = M6, question qui peut vous rapporter la somme de 3 000 € si vous jouez avec nous. Écoutez bien. De ces deux légumes, lequel n'existe pas en Europe au Moyen-Âge? Réponse 1, la pomme de terre, ou alors réponse 2, le poireau. Pour jouer, c'est très simple, par téléphone, vous appelez le 36 26 ou bien par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 74 600. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Pour le règlement et les modalités de remboursement, rendez-vous sur m6.fr. Bonne chance. E = M6, c'est terminé. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. D'ici là, je vous souhaite tout d'abord une excellente soirée sur M6. Au revoir.